Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale sur les armes chimiques. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet crucial qui a façonné l'histoire des conflits armés et continue de représenter une menace sérieuse pour la sécurité mondiale. Les armes chimiques, en effet, depuis leur première utilisation durant la Première Guerre mondiale jusqu'aux conflits les plus récents, ont toujours suscité des préoccupations éthiques, sociales et politiques. Pour mieux comprendre cette question complexe, je suis ici avec un historien expert en armes chimiques qui nous éclairera sur ce sujet crucial. Merci beaucoup, Monsieur Kultamer, d'être présent avec nous ici. Nous allons commencer par donner des détails ou alors un contexte sur comment ont été créées ces armes chimiques. Pourquoi, dans quel contexte historique? À vous la parole. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et donc, l'histoire historique, l'emploi des produits chimiques en tant qu'armes de combat débute pendant la Première Guerre mondiale, le 22 avril 1915 à Ypres, avec la première attaque à grande échelle au chlore gazeux. Au total, l'arme chimique a entraîné la mort de 90 000 personnes entre 1914 et 1918. L'Irak a eu recours à des armes chimiques dans sa guerre contre l'Iran dans les années 80, ainsi contre sa population kurde et Halabja. L'attaque aux sarines dans le métro de Tokyo en 1995 a également montré que des mouvements ou groupes non étatiques recourant au terrorisme étaient susceptibles d'employer des armes chimiques à l'encontre des populations civiles. Monsieur, n'y a-t-il pas un moyen de prévenir justement ces armes chimiques? Prévenir dans le sens euh, limiter la prolifération de ces armes chimiques, parce que nous savons que c'est vraiment quelque chose de drastique qui affecte les populations. N'y a-t-il pas une convention ou quelque chose dans ce genre qui limiterait l'utilisation des armes chimiques dans notre société actuelle? Bien sûr qu'il existe une convention. En effet, la Convention sur les armes chimiques vise à créer une moyenne efficace pour contrer la menace posée par les armes chimiques. Le but du traité est d'établir une interdiction globale, complète et vérifiable sur le développement, la production, la possession, le stockage, le transfert et l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Nous venons d'écouter le contexte historique dans lequel ont été créées ces armes chimiques. Merci, monsieur Kutamer, d'avoir répondu à nos questions. Mais restez encore avec nous un peu pour comprendre comment fonctionnent ces armes chimiques. Un reportage de professeur Tist et professeur Slexic. Commençons d'abord par une brève définition de ce qu'est une arme chimique. Un produit chimique toxique ou un précurseur peut être défini comme une arme chimique en fonction de sa destination. Voici une liste non exhaustive d'armes chimiques. Tout d'abord, il existe les armes chimiques parfaitement au point et les composants de ces armes lorsqu'ils sont stockés séparément. Par exemple, les munitions binaires. Puis, il existe les produits chimiques employés pour fabriquer des armes chimiques, des précurseurs. Ensuite, il existe les produits chimiques utilisés pour provoquer la mort ou d'autres dommages. Il existe les produits à usage civil pacifique lorsqu'ils sont destinés à des armes chimiques, des produits à double usage. Il existe les munitions et dispositifs conçus comme des vecteurs de produits chimiques toxiques. Et il existe aussi le matériel en liaison directe avec ces munitions et dispositifs, en comprenant les agents toxiques destinés à causer des graves liaisons ou la mort. Aussi, les agents incapacitants destinés à ne pas causer que des effets temporaires, n'étant pas potentiellement mortels. Et finalement, les agents incendiaires, destinés à produire de la lumière et des flammes. Les agents toxiques sont divisés en 4 catégories principales.
les agents vésicontes, les agents neurotoxiques, les agents pulmonaires et les asphyxiantes systémiques, aussi appelés les agents hémotoxiques. Commençons avec les agents vésicontes. Les agents vésicontes affectent le peau et comprennent le gaz moutarde, notamment le gaz moutarde au soufre et le gaz moutarde à l'azote, l'uricide et l'oxyme de phosgène. Les agents vésicontes qui provoquent des vésicules de la peau peuvent aussi endommager les poumons et les voies respiratoires. Le gaz moutarde peut également affecter la capacité de la moelle osseuse à produire des globules blancs, cellules sanguines qui luttent contre l'infection et parfois causent le cancer de la peau ou des voies respiratoires à long terme. Certains agents présentent des odeurs caractéristiques. Par exemple, le gaz moutarde au soufre a été décrit sous des formes variées comme ayant une odeur semblant à celle de la moutarde, de lait, de réfort ou de l'asphalte. Le léocide peut avoir une odeur ressemblant au géranium et l'oxyme de phosgène a simplement été décrit en étant un agent irritant. Les agents neurotoxiques, parfois appelés à tort gaz neurotoxiques, affectent la manière dont les nerfs transmettent des signaux aux muscles et à d'autres nerfs. Il existe plusieurs types d'agents neurotoxiques. Les agents de la série A, les agents de la série V et les agents de la série G. Les agents de la série G, ou agent G, comprennent le GA, le tabac, le GB, le sarin, le GD, le saumon, et le GF, le cyclosarin. Ils ont été mis au point par l'Allemagne nazie avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Les agents de la série V comprennent le VX. Les composés de la série V ont été synthétisés après la Seconde Guerre mondiale. Les agents neurotoxiques sont semblables aux insecticides organophosphorés, mais ils sont bien plus puissants. Les agents de la série A sont également appelés agents Novichok et comprennent les agents A230, A232 et A234. À température ambiante, les agents de la série G sont des liquides aqueux qui s'évaporent facilement et sont dangereux à la fois en cas de contact avec la peau et d'inhalation. Le VX est un liquide ayant la consistance d'huile pour moteur qui s'évapore relativement lentement et qui est principalement dangereux en cas de contact avec la peau. A230, A232 et A234 sont des liquides encore plus persistants que les agents de la série V. Ces trois types d'agents neurotoxiques n'ont pas d'odeur prononcée et n'irritent pas la peau. Les agents neurotoxiques agissent en bloquant une enzyme qui dégrade l'un des types de produits chimiques utilisés par les cellules nerveuses pour envoyer des signaux aux autres cellules nerveuses et aux muscles. Comme la substance chimique de signalisation, l'acétylcholine, ne se dégrade pas normalement, elle s'accumule et stimule à l'excès les nerfs, les muscles et les glandes, notamment les glandes lacrymales, les glandes salivaires et les glandes sudoripares, dans l'ensemble de l'organisme. Au début, les muscles stimulés tremblent, puis se contractent de manière incontrôlable. Puis, dans un deuxième temps, ils se fatiguent et s'affaiblissent. L'exposition à des agents neurotoxiques peut entraîner des troubles neurologiques et neurocomportementaux à long terme, notamment une anxiété, une dépression, une irritabilité et des problèmes de mémoire. Ensuite, comprenons c'est quoi les agents pulmonaires. Les agents pulmonaires affectent les poumons et les voies respiratoires. Ils comprennent les agents suffocants traditionnels tels que le chlore, le phosgène, le dysphosgène et le chloropicrine. Certains agents vésicontes tels que le gaz moutarde au soufre, la léocide et l'oxyme de phosgène qui affectent également le peau, ainsi que les fumées militaires
les produits de combustion et de nombreux produits chimiques toxiques industriels. La plupart de ces composés sont des gaz ou des liquides qui s'évaporent facilement. Les agents pulmonaires sont divisés en deux catégories, selon la partie des voies respiratoires qu'ils affectent principalement. Le premier type affecte les grosses voies respiratoires et le deuxième affecte les voies respiratoires de petit diamètre et les petits sacs d'air des poumons, aussi appelés les alvéoles. Les agents de premier type comprennent l'ammoniac, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, les agents de lutte anti-émeute, la plupart des fumées, le dioxyde de soufre et le gaz moutarde au soufre. Le deuxième type, comprend la chloropycrine, l'isociante de méthyle, la phosgène et la tétrachlorure de carbone. À des doses faibles à modérées, les agents à effet mixte agissent autant sur les grosses voies respiratoires que sur les alvéoles. Ces agents comprennent le chlore, la fumée de hexachloroéthane et oxyde de zinc, et la leucite. Les asphyxiants systémiques empoisonnent les cellules dans tout l'organisme et comprennent les substances suivantes: les composés cyanurés et les sulfures d'hydrogène. Les agents asphyxiants systémiques sont également appelés agents hémotoxiques parce qu'ils se répandent dans le sang. Cependant, ils endommagent les cellules de tout l'organisme et pas seulement les cellules sanguines. Les composés cyanurés comprennent le cyanure d'hydrogène et le chlorure de cyanogène, qui sont les dits liquides qui s'évaporent facilement ou des gaz à température ambiante. La combustion de nombreux produits chimiques domestiques et industriels peut produire des cyanures et les personnes affectées par l'inhalation de fumée lors de n'importe quel incendie domestique ou industriel peuvent également souffrir d'intoxication au cyanure. Bien que le cyanure ait une odeur caractéristique d'amande amère, environ la moitié des personnes sont incapables de la détecter. Les agents incapacitants sont divisés en deux catégories. Premièrement, les agents anticholinergiques. Deuxièmement, les agents de lutte anti-émeute, souvent appelés à tort gaz lacrymogènes, dispersés sous forme d'aérosols solides ou de solutions. Il existe de nombreux types d'armes chimiques qui affectent différentes parties du corps. Le terme anticholinergique fait référence aux médicaments qui bloquent les effets de la substance chimique appelée l'acétylcholine. Celle-ci est une substance utilisée par certains nerfs pour envoyer les signaux aux muscles et à d'autres nerfs. Ainsi, le fait de bloquer les effets de l'acétylcholine bloque l'activité de certains nerfs. Les agents incapacitants sont formulés pour ne causer ni de graves lésions ni la mort, mais plutôt pour désorienter le personnel militaire et empêcher les soldats d'exécuter leur mission. L'un de ces agents est appelé BZ. Les armes chimiques possèdent généralement un code d'1 à 3 lettres, qui est plus facile à utiliser que leur nom chimique. Les agents de lutte anti-émeute sont des composés chimiques initialement mis au point pour contrôler les foules, mais qui ont été également utilisés lors des conflits militaires. Le terme gaz lacrymogène est souvent utilisé, mais il est trompeur, car il ne s'agit pas d'un gaz. Les agents de lutte anti-émeute sont au contraire des solides pouvant être dissous et dispersés comme des liquides ou des aérosols, petites particules libérées par des explosions sous forme de fumée. Les agents de lutte anti-émeute sont destinés à neutraliser les personnes et non pas à provoquer des lésions graves ou la mort, bien que les décès soient souvent survenus. Les versions militaires de ces agents sont notamment le chloracétophénone, CN, également commercialisé sous forme de nom MACE-R, le chlorobenzylnidénémalonitrile, CS, la dibenzoxazépine, CR, et la diphénylamine, oarcine, adamsite ou DM, dit agent vomitif. L'oléorésine de capsicum, OC, est
une bombe lacrymogène et est un agent de lutte anti-émeute développé récemment et utilisé principalement par les forces de l'ordre et pour la protection individuelle. Les agents incendiaires, destinés à créer de la lumière et des flammes, peuvent aussi causer des brûlures chez de nombreuses victimes. Les agents incendiaires à usage militaire sont des produits chimiques destinés à éclairer le champ de bataille, à déclencher les incendies et à créer de la fumée pour obscurcir le terrain et dissimuler le personnel. Ces agents sont notamment l'essence gélifiée, napalm, la thermite, le phosphore blanc et le magnésium. Le napalm a la consistance d'un gel. Les autres agents incendiaires sont également militarisés sous forme de solides pulvérisés. De nombreux agents incendiaires sont utilisés dans des projectiles explosifs ou des bombes. Le phosphore blanc pour continuer à brûler la peau et les vêtements tant qu'il est exposé à l'air. L'acide fluorhydrique, HF, utilisé dans l'industrie et d'autres applications commerciales, est souvent confondu avec l'acide chlorhydrique, utilisé dans les piscines. Pour cette raison, on l'appelle HF. Le HF peut exister à température ambiante sous forme de liquide ou de vapeur. En plus de provoquer de graves brûlures et des douleurs, le HF peut déséquilibrer de manière importante les substances chimiques présentes dans l'organisme, ce qui provoque parfois des troubles du rythme cardiaque et le décès. Pour conclure, les armes chimiques et les toxines représentent une menace ambitieuse et dévastatrice dans le paysage contemporain de la sécurité mondiale. Leur utilisation est associée à des conséquences horribles, allant des lésions graves, de maladies invalidantes à la mort massive. Pourtant, en dépit des interdictions internationales et des conventions visant à les éliminer, ces armes continuent de poser un danger réel. Les défis posés par les armes chimiques et les toxines sont multiples. Tout d'abord, leur production et leur position clandestine échappent souvent à la détection, rend difficile à leur contrôle effectif. De plus, leur utilisation est souvent délibérée dans le cadre de conflits armés ou même d'actes de terrorisme. Cependant aussi les efforts visant à maintenir la paix et la sécurité internationale. Il est impératif que la communauté internationale renforce ses efforts pour éliminer ces armes et promouvoir la paix mondiale. Cela implique un engagement accru avant les traités existants, tels que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, CIAC, ainsi que des mesures de surveillance et d'application plus rigoureuses. En outre, il est essentiel de soutenir les programmes désarmement et de non-prolifération, tout en encourageant la transparence et la coopération entre les États. En ce qui concerne les perspectives futures, il est crucial de soutenir l'importance de la recherche continue et de la coopération internationale pour prévenir les catastrophes liées aux armes chimiques et aux toxines. Cela comprend le développement de technologies de détection avancées, ainsi que l'élaboration des contrôles de réponse rapide en cas d'incident. De plus, il est essentiel d'investir dans l'éducation et la sensibilisation du public afin de promouvoir une culture de non-tolérance à l'égard de ces armes abominables. La menace posée par les armes chimiques et les toxines exige une réponse collective et résolue de la partie de la communauté internationale. En renforçant pour les éliminer, en promouvant la paix mondiale et investissant dans la prévention et la préparation, nous pouvons espérer un avenir plus sûr et plus sécurisé pour tous. Merci beaucoup à professeur Tist et professeur Slixic de nous avoir fait un superbe reportage sur comment fonctionnent les armes chimiques. Merci beaucoup à l'historien Monsieur Cutamer qui nous a expliqué le contexte dans lequel sont créées ces armes. Et merci à vous qui regardez continuellement nos reportages. On se voit demain pour un reportage sur les éléphants qui suivra avec un reportage sur les petits chats.